Sophie poussa la porte d'entrée en laissant échapper un long soupir, ses épaules s'affaissant sous le poids de la fatigue accumulée pendant 12 heures de garde de nuit à l'hôpital de Lyon. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures blanches. Son dos était noué de tension après avoir aidé à déplacer des patients toute la nuit, et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était une douche brûlante, suivie de son lit moelleux où elle pourrait enfin dormir, jusqu'à ce que son corps décide de se réveiller naturellement. Mais dès qu'elle franchit le seuil, quelque chose dans l'atmosphère de la maison lui fit dresser les poils sur les bras. Marc se tenait debout, au milieu du salon, les bras croisés sur sa poitrine, dans cette posture qu'elle connaissait bien, celle qu'il prenait quand il avait pris une décision, et qu'il n'en démordrait pas. Son visage était fermé, ses mâchoires serrées, et il la regardait avec cette expression froide qu'elle avait appris à redouter ces derniers mois, comme si elle était devenue une étrangère dans sa propre maison. Ce qui attira vraiment son attention, c'était la grande valise bordeaux posée près de l'escalier. Cette valise qu'elle reconnaissait immédiatement pour l'avoir vue des dizaines de fois chez Françoise, la mère de Marc, lors de leurs visites obligatoires du dimanche. Sophie sentit son estomac se nouer, une appréhension sourde s'installant dans sa poitrine tandis qu'elle posait lentement son sac sur le meuble de l'entrée. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait calme, mais qui trahissait déjà son inquiétude. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de la fixer avec cette froideur qui la mettait de plus en plus mal à l'aise. Puis, il décroisa les bras et annonça d'une voix plate, presque bureaucratique, comme s'il lisait un communiqué officiel. « Ma mère arrive dans 1 heure. Elle va habiter ici maintenant, avec nous. Elle prend notre chambre à l'étage, et toi tu dors dans le salon sur le canapé. » Sophie cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal entendu à cause de la fatigue qui embrumait son cerveau. Elle resta immobile quelques secondes en attendant qu'il sourit, qu'il lui dise que c'était une mauvaise blague, mais son visage restait de marbre. « Pardon ?» souffla-t-elle finalement, la voix à peine audible. « Tu m'as bien entendu », répéta Marc en détournant le regard vers la fenêtre du salon, comme s'il ne supportait plus de la voir. « Ma mère ne peut plus vivre seule dans son appartement. Elle a besoin d'un endroit stable, et c'est notre devoir de l'accueillir ici. Elle aura besoin de confort, donc elle prend la chambre principale. Toi, tu t'installes en bas. » Sophie sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. Une sensation étrange et désagréable qui partait de son cœur et se répandait dans tout son corps, comme de l'eau froide dans ses veines. Ce n'était pas une proposition. Ce n'était même pas une discussion. C'était un décret. Une décision déjà prise sans qu'elle ait eu son mot à dire. Comme si son avis n'avait aucune importance dans cette maison qui était pourtant autant la sienne que la sienne. « Marc, on ne peut pas décider ça comme ça, sans en parler avant », protesta-t-elle en essayant de garder son calme malgré la colère qui commençait à bouillonner en elle. « C'est notre maison, notre chambre. On doit discuter de ces choses ensemble, trouver une solution qui convienne à tout le monde. » « Il n'y a rien à discuter », coupa-t-il sèchement sans même se retourner vers elle, les yeux toujours fixés sur quelque chose dehors qu'elle ne pouvait pas voir. « C'est ma mère. Elle m'a élevée seule pendant des années après le départ de mon père. Elle a tout sacrifié pour moi. Et maintenant c'est à mon tour de m'occuper d'elle. Point final. »« Et moi ?» murmura Sophie, sentant sa voix trembler malgré tous ses efforts pour rester forte. « Tu me demandes de dormir sur le canapé dans ma propre maison, dans la maison que mon père m'a laissée ?» Marc se retourna enfin vers elle, et l'expression sur son visage lui fit plus mal que n'importe quelle gifle. C'était un mélange d'indifférence et de mépris à peine dissimulé, comme si elle venait de dire quelque chose de parfaitement ridicule. « Si ça te pose un problème, » dit-il en haussant les épaules avec une désinvolture qui la blessa profondément, « t'as qu'à partir. Personne te retient ici. » Le silence qui suivit fut assourdissant, rempli uniquement par le tic-tac de l'horloge murale dans le couloir et le battement sourd de son propre cœur dans ses oreilles. Sophie resta plantée là, ses chaussures d'hôpital encore aux pieds, son sac toujours sur le meuble, essayant de comprendre comment, en quelques secondes, sa vie venait de basculer dans quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus. Elle chercha dans les yeux de Marc une trace de l'homme qu'elle avait épousé 8 ans plus tôt, celui qui lui prenait la main en marchant dans les rues de Lyon. Celui qui lui disait qu'elle était la plus belle chose qui lui soit arrivée. Celui qui avait promis devant le maire qu'ils affronteraient tout ensemble. Elle ne trouva rien. Juste du vide et une froideur qui lui donna envie de pleurer. Sophie ne monta pas immédiatement à l'étage après cette conversation qui l'avait laissée sonner. Elle resta d'abord dans l'entrée pendant plusieurs longues minutes,
son sac toujours posé sur le meuble, ses jambes refusant de bouger comme si son corps attendait que Marc revienne sur ses mots, qu'il lui dise que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais Marc était retourné dans la cuisine sans un regard en arrière. Elle l'entendait ouvrir et fermer des placards, probablement en train de préparer quelque chose pour l'arrivée de sa mère, comme si de rien n'était. Finalement, Sophie se décida à monter l'escalier, chaque marche lui semblant plus lourde que la précédente sous le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Et quand elle poussa la porte de leur chambre, celle qu'ils partageaient depuis 8 ans, elle s'arrêta sur le seuil en regardant cette pièce qu'elle avait décorée avec tant de soin. Les rideaux couleur lin qu'elle avait choisis après des semaines de recherche pour trouver exactement la bonne teinte qui laisserait passer la lumière du matin sans éblouir. Le grand lit en chêne massif qu'elle avait acheté avec ses économies, 3 ans avant leur mariage, un investissement important pour une jeune infirmière fraîchement diplômée, mais elle en rêvait depuis longtemps. L'armoire normande dans le coin, celle qui avait appartenu à sa grand-mère maternelle, et que sa mère lui avait transmise juste avant de mourir d'un cancer, quand Sophie avait 12 ans. Un meuble ancien avec ses sculptures délicates et son bois patiné par le temps, qui sentait encore vaguement la lavande que sa grand-mère y mettait toujours. La commode près de la fenêtre, un cadeau de son père pour ses 20 ans, en merisier clair avec ses poignées en cuivre qu'elle astiquait régulièrement. Tout ça c'était à elle, vraiment à elle, pas des achats communs faits avec Marc, mais des choses qui portèrent son histoire, sa famille, ses racines. Sophie s'assit lentement au bord du lit, sentant les ressorts familiers sous son poids, et ses mains se mirent à trembler légèrement, tandis qu'elle réalisait ce que Marc lui demandait vraiment. Ce n'était pas juste une question de dormir sur le canapé pendant quelques jours, c'était bien plus profond que ça. C'était une façon de lui dire qu'elle ne comptait plus, que ses besoins passaient après ceux de Françoise, que cette maison qui avait été celle de son père n'était plus vraiment la sienne. En bas, elle entendait Marc qui parlait au téléphone maintenant, probablement avec Françoise pour confirmer l'heure de son arrivée. Sa voix était chaleureuse et attentionnée quand il s'adressait à sa mère, un ton qu'il n'utilisait plus avec Sophie depuis des mois. Elle se leva et commença à ouvrir les tiroirs de la commode, regardant ses vêtements soigneusement pliés, ses pulls d'hiver rangés dans le tiroir du bas, ses chemisiers de travail dans celui du milieu. Combien de temps pourrait-elle vivre comme ça, à dormir sur le canapé du salon pendant que Françoise s'installait dans son lit, utilisait son armoire, s'appropriait cet espace qui était le dernier endroit où Sophie se sentait vraiment chez elle. 1 semaine? 1 mois? 6 mois? La voiture de Françoise se gara dans l'allée exactement 58 minutes après l'annonce de Marc. Sophie l'entendit depuis la chambre et ne bougea pas, restant assise sur le lit en écoutant la portière claquer, les salutations enthousiastes de Marc dehors, le bruit des valises qu'on sortait du coffre, puis des pas dans l'escalier, de plus en plus proches, et la porte de la chambre s'ouvrit brusquement sans qu'on ait frappé. Françoise entra comme en pays conquis, suivie de Marc qui portait 2 grosses valises, et elle balaya la pièce du regard avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange de satisfaction et de quelque chose d'autre que Sophie n'arrivait pas à identifier. « Ah Sophie, te voilà !» dit Françoise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marc m'a tout expliqué. C'est vraiment gentil de ta part de me céder ta chambre. Je sais que ça doit être difficile, mais tu comprends, à mon âge, j'ai besoin de confort. Mes rhumatismes, tu sais. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle regardait Marc qui évitait soigneusement son regard en posant les valises près de l'armoire. Et quelque chose en elle, quelque chose de petit, mais de dur comme un caillou, commença à se former au creux de son ventre. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Les 2 premières semaines avec Françoise dans la maison furent une descente progressive vers quelque chose que Sophie n'aurait jamais imaginé vivre, dans ce qui était censé être son propre foyer, chaque jour apportant une nouvelle humiliation, une nouvelle remarque acide, un nouveau rappel qu'elle était devenue une invitée indésirable dans la maison que son père lui avait laissée. Françoise se levait tard, vers 10 heures généralement, et descendait en robe de chambre, en s'attendant à trouver le petit déjeuner déjà préparé sur la table. Et quand Sophie rentrait de ses gardes de nuit épuisée et se contentait d'un café rapide, avant de s'effondrer sur le canapé du salon, Françoise ne manquait jamais de faire des commentaires sur le manque d'hospitalité, sur le fait qu'une belle fille digne de ce nom aurait préparé des croissants frais et mis la table correctement. Marc ne disait rien,
Il partait tôt le matin pour son travail et rentrait tard le soir, évitant soigneusement toute conversation avec Sophie, et quand elle tentait de lui parler des problèmes quotidiens, de l'attitude de sa mère, ou du fait qu'elle dormait très mal sur le canapé trop court pour sa taille, il répondait invariablement qu'il était fatigué et qu'il verrait Moussa plus tard, ce plus tard qui ne venait jamais. Le pire, c'était les soirées. Quand Sophie revenait d'une journée de travail et trouvait Françoise installée dans le salon avec ses amis venus prendre le thé, occupant tout l'espace avec leurs conversations bruyantes et leurs rires forcés, et Sophie devait se réfugier dans la cuisine en attendant qu'elle parte pour pouvoir enfin s'allonger sur son canapé et essayer de trouver un semblant de repos. Un jeudi soir, 3 semaines après l'arrivée de Françoise, Sophie reçut un appel de sa banque, alors qu'elle venait de terminer sa garde et marchait vers sa voiture dans le parking de l'hôpital. Le ciel était gris et menaçait de pleuvoir, et la voix de la conseillère bancaire était professionnelle mais légèrement embarrassée. « Madame Garnier, je vous appelle concernant votre compte joint avec Monsieur Mercier. Nous avons remarqué des mouvements inhabituels que nous voulions porter à votre attention dans le cadre de notre service de vigilance. » Sophie s'arrêta net au milieu du parking, sentant son cœur s'accélérer dans sa poitrine. « Quel genre de mouvement ? Monsieur Mercier a ouvert un compte personnel séparé il y a 2 jours et a transféré l'intégralité de son dernier salaire sur ce nouveau compte, ce qui signifie que le compte joint que vous partagez ne contient actuellement que votre propre salaire, et les prélèvements automatiques vont continuer normalement. » Sophie ferma les yeux et s'appuya contre sa voiture, sentant ses jambes trembler légèrement sous elle. Les prélèvements automatiques, c'était le crédit de la maison, les factures d'eau et d'électricité, l'assurance habitation, tout ce qui faisait fonctionner une maison et qui coûtait environ 1 200 € par mois. 1 200 € qu'elle devrait maintenant payer seule, avec son salaire d'infirmière qui n'était pas énorme. « Je vois. Merci de m'avoir prévenue, » dit-elle d'une voix qu'elle essayait de garder stable. Elle raccrocha et resta là debout dans le parking pendant plusieurs minutes, regardant sans les voir les voitures qui passaient, les collègues qui rentraient chez eux après leur service, la vie qui continuait normalement autour d'elle, alors que la sienne s'effondrait lentement. Ce soir-là, Sophie ne rentra pas directement à la maison. Elle roula sans but précis dans les rues de Lyon, traversa le quartier de la Croix-Rousse où elle avait grandi, passa devant l'école primaire où elle avait appris à lire, devant le petit parc où son père l'emmenait jouer le dimanche après-midi quand sa mère était encore vivante. Elle finit par se garer le long des quais du Rhône et resta assise dans sa voiture en regardant l'eau sombre qui coulait, réfléchissant à ce qu'elle devait faire maintenant, et pour la première fois depuis des semaines, elle se posa la vraie question qu'elle avait évitée jusque-là. Est-ce qu'elle voulait vraiment continuer à vivre comme ça ? La réponse vint plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Non. Non. Elle ne voulait pas. Le lendemain matin, Sophie appela le cabinet de Maître Dubois dès l'ouverture, à 9 heures précises, et la secrétaire lui proposa un rendez-vous pour le mardi suivant, dans 4 jours, 4 jours qui lui semblèrent à la fois interminables et terrifiants, parce qu'aller voir une avocate spécialisée en droit de la famille signifiait rendre les choses officielles, définitives, irréversibles. Le dimanche après-midi, profitant du fait que Marc avait emmené Françoise déjeuner chez son oncle à Villefranche-sur-Saône, Sophie retourna dans la maison avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Elle avait gardé ses clés malgré tout, et elle comptait bien s'en servir tant qu'elle le pouvait encore. La maison était silencieuse et étrangement hostile dans cette lumière grise de novembre qui entrait par les fenêtres, comme si les murs eux-mêmes lui reprochèrent d'être là. Elle monta directement à l'étage, en évitant soigneusement de regarder vers la chambre principale qui n'était plus la sienne, et se dirigea vers le petit bureau que Marc s'était aménagé dans l'ancienne chambre d'amis, une pièce qu'il fermait maintenant systématiquement à clé depuis quelques semaines, ce qui en soi était déjà suspect. Sophie fouilla d'abord les étagères, trouvant des dossiers professionnels sans grand intérêt, des factures de téléphone et d'Internet, des relevés de cartes bancaires qui montraient des achats normaux, rien de particulier. Puis elle s'attaqua au grand bureau en bois sombre, ouvrant méthodiquement chaque tiroir, soulevant les papiers pour voir ce qui se cachait dessous, cherchant, elle ne savait pas exactement quoi, mais certaine qu'il y avait quelque chose à trouver. Dans le dernier tiroir, tout au fond sous une pile de vieux magazines de décoration automobile que Marc collectionnait depuis des années, ses doigts touchèrent une chemise cartonnée de couleur beige, plus rigide que les autres documents, et quand elle la sortit et l'ouvrit, son cœur se mit à battre plus fort dans sa poitrine.
Des lettres d'un cabinet d'avocats parisien, Maître Fontaine et associés, spécialisés en droit de la famille et divorce. Les en-têtes étaient claires et professionnelles avec l'adresse avenue Marceau dans le 8e arrondissement. La première lettre était datée du 15 mars. Il y avait maintenant 8 mois de ça. 8 mois pendant lesquels Marc préparait minutieusement un divorce sans jamais lui en parler. 8 mois de mensonges et de double vie. Sophie s'assit sur la chaise du bureau, ses jambes ne la portant plus, et lut chaque document avec une attention douloureuse. Il y avait des notes de stratégie rédigées par l'avocat, des conseils sur comment procéder pour maximiser les chances d'obtenir la maison dans le partage des biens, des suggestions sur l'importance de documenter tout comportement instable de l'épouse, et même une liste manuscrite de la propre écriture de Marc avec des phrases qui lui donnèrent la nausée. Pousser Sophie à partir volontairement, documenter ses réactions émotionnelles, préparer témoignage des voisins sur son caractère difficile, faire constater l'abandon du domicile conjugal. C'était un plan méthodique et froid pour la détruire juridiquement. Et l'arrivée de Françoise avec cet ultimatum sur la chambre n'était pas un caprice ou une décision impulsive. C'était une étape calculée pour la pousser à bout, pour qu'elle réagisse mal, pour qu'elle parte ou qu'elle fasse quelque chose qui pourrait être utilisé contre elle devant un juge. Sophie sortit son téléphone avec des mains qui tremblaient maintenant franchement et photographia chaque page, chaque lettre, chaque note, le flash de l'appareil illuminant brièvement la pièce à chaque clic. Elle venait de finir la dernière photo quand elle entendit un bruit en bas, la porte d'entrée qui s'ouvrait, des voix dans le couloir. Marc et Françoise étaient rentrés bien plus tôt que prévu. Sophie referma rapidement la chemise et la remit exactement où elle l'avait trouvée, sous les magazines. Puis elle se leva et regarda autour d'elle pour vérifier qu'elle n'avait rien laissé de suspect. Son cœur battait si fort maintenant qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis le rez-de-chaussée. Elle entendit Marc qui montait l'escalier, ses pas lourds sur les marches en bois, et elle n'avait nulle part où se cacher. Elle était coincée dans ce bureau dont elle n'était pas censée être proche. La poignée de la porte tourna lentement. Marc poussa la porte du bureau et s'arrêta net en voyant Sophie debout près de la fenêtre. Elle avait eu juste le temps de s'éloigner du bureau et de prendre une posture qu'elle espérait naturelle, comme si elle regardait simplement dehors. Mais son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'une voix dure, suspicieuse, ses yeux faisant rapidement le tour de la pièce, comme pour vérifier que rien n'avait été déplacé. Sophie se força à respirer calmement avant de répondre, essayant de garder sa voix stable malgré l'adrénaline qui courait dans ses veines. « Je cherchais des enveloppes. J'ai besoin d'envoyer des documents administratifs pour l'hôpital, et je n'en ai plus. » Marc la regarda longuement, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait des signes de mensonge. Et Sophie soutint son regard sans ciller même si chaque seconde lui semblait durer une éternité. « Les enveloppes sont dans le tiroir de la cuisine, » dit-il finalement d'un ton sec. « Tu le sais très bien. Sors de mon bureau maintenant. » Sophie passa devant lui sans un mot, sentant son regard peser sur elle tandis qu'elle descendait l'escalier, et ce n'est qu'une fois dehors, dans sa voiture, qu'elle se permit enfin de trembler vraiment, les mains agrippées au volant pendant plusieurs minutes avant de pouvoir démarrer. Le mardi suivant, Sophie se présenta au cabinet de Maître Dubois, un petit immeuble élégant dans le 3e arrondissement de Lyon, avec des moulures au plafond et un parquet qui craquait doucement sous les pas. La secrétaire l'accueillit avec un sourire professionnel et lui offrit un café qu'elle refusa, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts poivre et sel, regard direct et intelligent derrière des lunettes à monture fine. Elle serra la main de Sophie avec une poigne ferme et l'invita à s'asseoir dans un fauteuil confortable face à son grand bureau en merisier. « Alors, Madame Garnier, racontez-moi ce qui vous amène, » dit-elle en ouvrant un dossier vierge devant elle. Sophie commença par le commencement. L'ultimatum de Marc concernant sa mère et la chambre, la vente impulsive des meubles qui lui appartenaient, les semaines difficiles à dormir sur le canapé, et puis le compte bancaire vidé par Marc, l'obligation de payer seul toutes les charges de la maison. Maître Dubois l'écoutait attentivement, en prenant des notes, posant parfois des questions précises sur les dates, les montants, la chronologie exacte des événements. Quand Sophie en arriva au document qu'elle avait trouvé dans le bureau de Marc, les lettres de l'avocat parisien datant de 8 mois, le plan détaillé pour la pousser à partir, Maître Dubois releva la tête brusquement.
Vous avez des preuves de ça? Sophie sortit son téléphone et montra les photos qu'elle avait prises. Maître Dubois les examina longuement en zoomant sur certains détails. Son visage restant neutre, mais Sophie crut voir une lueur de satisfaction dans ses yeux. « C'est très intéressant », dit-elle finalement. « Mais il y a un problème, et je dois être honnête avec vous. Ces documents ont été obtenus en fouillant le bureau privé de votre mari, techniquement sans son autorisation. Devant un juge, leur recevabilité pourrait être contestée. » Sophie sentit son estomac se serrer. Elle avait risqué de se faire prendre pour rien alors. Cependant, continua Maître Dubois en posant le téléphone sur le bureau, ces photos nous donnent une information précieuse. Elles nous montrent la stratégie de votre mari et nous pouvons utiliser cette connaissance pour préparer notre propre défense, même si nous ne pouvons pas présenter directement ces documents. Parlez-moi maintenant de la maison, qui en est propriétaire légalement. Sophie expliqua que la maison avait appartenu à son père, décédé il y a 10 ans dans un accident de voiture, qu'il la lui avait laissée dans son testament, mais qu'elle avait accepté 2 ans après son mariage de la mettre en indivision avec Marc, 50% chacun, parce qu'il avait insisté en disant que c'était normal entre époux et qu'elle lui faisait confiance à l'époque. Maître Dubois hocha lentement la tête, son stylo tapotant pensivement contre le bureau. Cette indivision complique les choses, je ne vais pas vous mentir. En cas de divorce, Marc peut légitimement demander sa part, soit que vous lui versiez une compensation financière pour acheter ses 50%, soit que la maison soit vendue et les bénéfices partagés. C'est la loi. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette maison, c'était tout ce qui lui restait de son père, de son enfance, de sa famille disparue. « Il y a une solution ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Il y en a toujours », répondit Maître Dubois avec un petit sourire rassurant. « Mais ça va prendre du temps, et ça ne sera pas facile. » Maître Dubois expliqua à Sophie que la procédure de divorce en France prenait du temps, beaucoup de temps, entre 12 et 18 mois en moyenne pour un divorce contentieux comme celui qui s'annonçait, et que la première étape serait de déposer une requête auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de non-conciliation, une sorte de premier jugement provisoire qui établirait les règles pendant la durée de la procédure. Sophie écouta tout ça avec une sensation d'irréalité, comme si elle regardait sa propre vie de l'extérieur. 18 mois, c'était une éternité quand on dormait sur un canapé et qu'on payait seul toutes les charges d'une maison où on n'était plus vraiment chez soi. Je vous conseille de rassembler tous les documents financiers que vous pouvez trouver, continua Maître Dubois, en lui tendant une liste dactylographiée, relevés bancaires des 3 dernières années, factures d'électricité et d'eau à votre nom. Preuve que vous payez le crédit seul maintenant. Tout ce qui peut démontrer votre contribution au foyer et le fait que M. Mercier se soustrait à ses obligations. Sophie prit la liste et la plia soigneusement dans son sac, se sentant soudain très fatiguée. Fatiguée de devoir se battre pour des choses qui auraient dû être évidentes. Fatiguée de vivre dans la méfiance et la tension permanente. « Il y a autre chose », dit-elle en hésitant. Les documents que j'ai trouvés mentionnaient un virement important de la mère de Marc, Françoise, 28 000 € envoyés à Marc il y a plusieurs mois. Vous pensez que ça pourrait être important ? Maître Dubois releva vivement la tête, son intérêt clairement piqué. Très important potentiellement. Si cette somme a servi à financer la procédure de divorce ou à préparer le départ de Marc, ça peut démontrer une préméditation et une manipulation familiale. Il faudrait en savoir plus sur cette Françoise, sur sa situation financière, sur ses motivations réelles pour venir vivre chez vous. Sophie quitta le cabinet avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec une sensation nouvelle, celle de ne plus être complètement seule face à tout ça. Maître Dubois était de son côté maintenant, et ça changeait quelque chose d'essentiel. Les semaines suivantes furent étranges. Sophie continuait à vivre chez Léa tout en retournant régulièrement à la maison pour récupérer du courrier ou des affaires, et chaque fois c'était la même atmosphère tendue, Françoise installée dans le salon comme une reine, Marc l'évitant soigneusement, la maison devenue un champ de bataille silencieux. Un soir de décembre, alors que Sophie rentrait d'une garde particulièrement éprouvante, elle trouva un message sur son répondeur, une voix d'homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement, grave et légèrement hésitante. « Madame Garnier, je m'appelle Bernard Leclerc. Je suis le père de Marc. Son vrai père, pas celui qui l'a élevé, mais celui biologique, vous voyez. Enfin bref. J'ai appris par des connaissances communes ce qui se passe avec Marc et sa mère,
et je pense que je pourrais avoir des informations qui vous intéresseraient. Si vous voulez bien me rappeler, je vous laisse mon numéro. » Sophie écouta le message 3 fois, complètement désarçonnée. Marc ne parlait jamais de son père. Elle savait juste qu'il avait quitté Françoise quand Marc était enfant et qu'ils ne se voyaient plus depuis des années. Marc le décrivait toujours comme un lâche qui avait abandonné sa famille. Elle rappela le numéro le lendemain matin, après avoir longuement hésité et consulté Léa qui lui avait dit d'écouter au moins ce que cet homme avait à dire. Bernard Leclerc vivait à Marseille. Il proposa de venir à Lyon le week-end suivant pour la rencontrer. Sa voix au téléphone était posée, réfléchie, très différente du ton agressif que Sophie avait imaginé d'après les descriptions de Marc. Le samedi suivant, Sophie le retrouva dans un café près de la place Bellecour, un endroit neutre et public au cas où on ne savait jamais. Bernard était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris bien coupés, visage fatigué mais regard intelligent. Il portait un pull en laine sombre et avait l'air d'un professeur ou d'un médecin à la retraite. Quelque chose de respectable en tout cas. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-il en serrant la main de Sophie. « Je sais que ça doit être étrange pour vous. » Ils commandèrent des cafés et Bernard commença à parler, lentement d'abord puis avec plus d'assurance, racontant une histoire que Sophie n'avait jamais entendue, une version très différente de celle que Marc lui avait toujours présentée. Françoise n'avait pas été abandonnée par un mari cruel. C'était elle qui avait systématiquement détruit leur mariage à cause de dettes de jeux catastrophiques, des dizaines de milliers d'euros perdus au casino et en paris en ligne. Bernard avait tout fait pour l'aider, mais elle refusait de reconnaître le problème et continuait à jouer en cachette. « J'ai fini par partir pour me protéger financièrement », expliqua Bernard avec une tristesse évidente dans la voix. « Mais elle a monté Marc contre moi, lui a raconté que je les abandonnais pour une autre femme, que j'étais égoïste et lâche. Marc avait 9 ans, il a cru sa mère. » Sophie écoutait sans l'interrompre, et tout commençait à prendre sens d'une façon terrible et logique. Bernard sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table entre eux. Une enveloppe Kraft usée qui semblait avoir été ouverte et refermée de nombreuses fois au fil des années, comme si son contenu avait été consulté régulièrement. « J'ai gardé tous les documents de notre divorce », dit-il en tapotant l'enveloppe du bout des doigts. « À l'époque, je pensais que je n'en aurais plus jamais besoin, que c'était juste de vieux papiers à ranger au fond d'un placard. Mais quelque chose m'a poussé à les conserver. Peut-être que je savais au fond de moi que Françoise recommencerait un jour. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes et en sortit plusieurs documents jaunis par le temps. Le jugement de divorce datant de 1999, des relevés bancaires montrant des retraits importants et répétés dans des casinos de la région, des lettres de relance d'huissier pour des dettes impayées. Mais ce qui retint vraiment son attention, c'était un jugement civil de 2003, 4 ans après le divorce, où Françoise avait été condamnée pour manœuvre frauduleuse dans une affaire d'héritage familial, impliquant la maison d'une tante décédée. Elle avait convaincu sa tante âgée de mettre la maison au nom de Marc qui avait 13 ans à l'époque, expliqua Bernard d'une voix lasse, en prétendant que c'était pour assurer l'avenir de son petit-neveu. Puis elle a vendu la maison dès que la tante est morte et a gardé tout l'argent. La famille a porté plainte, ça a pris 2 ans mais elle a finalement été condamnée. Marc ne l'a jamais su, elle lui a raconté que la famille était jalouse et voulait lui nuire. Sophie regardait ces documents en sentant quelque chose se nouer dans son ventre. Un mélange de dégoût et de compréhension soudaine. Françoise avait un schéma, une façon de faire qui se répétait depuis des décennies. Et Sophie n'était que la dernière victime d'une longue série. « Vous pouvez prendre ces documents » dit Bernard en poussant l'enveloppe vers elle. « Montrez-les à votre avocate, elle saura quoi en faire. La condamnation est ancienne, donc prescrite pénalement, mais civilement ça peut démontrer un pattern de comportement manipulateur. » Sophie glissa l'enveloppe dans son sac avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux et fragile à la fois. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi vous m'aidez alors que vous ne me connaissez même pas ?» Bernard la regarda longuement avant de répondre. Ses yeux gris semblaient porter le poids de regrets accumulés pendant des années. « Parce que j'ai laissé Françoise détruire ma relation avec mon fils sans vraiment me battre. J'ai abandonné Marc en pensant qu'un jour il comprendrait, mais il n'a jamais compris. Je ne peux pas réparer ça maintenant. C'est trop tard. Mais je peux au moins empêcher qu'elle détruise quelqu'un d'autre. Et puis, ajouta-t-il avec un sourire triste, cette maison dont vous parlez, celle que votre père vous a laissée, je sais ce que ça représente. Mon père aussi m'avait laissé une maison.
Françoise m'a convaincue de la vendre pour rembourser ses dettes de jeu. Je l'ai regretté toute ma vie. Sophie sentit sa gorge se serrer. Elle tendit la main par-dessus la table et la posa brièvement sur celle de Bernard, un geste de reconnaissance silencieuse. Ils se séparèrent une demi-heure plus tard sur la place Bellecour. Bernard repartait vers la gare pour prendre son train de retour à Marseille, et Sophie resta debout sur le trottoir, en regardant sa silhouette s'éloigner dans la foule des samedis après-midi lyonnais, tenant contre elle ce sac qui contenait maintenant des munitions juridiques précieuses. Elle appela immédiatement Maître Dubois pour prendre rendez-vous. Il fallait agir vite maintenant, utiliser ces informations avant que Marc ne découvre que son père et elle s'étaient rencontrés. Mais quand elle rentra chez Léa ce soir-là, elle trouva un message sur son téléphone qui lui glaça le sang. C'était Marc. Sa voix était froide et métallique. « On sait que tu as vu mon père aujourd'hui, Sophie. Grosse erreur de ta part. Très grosse erreur. » Sophie ne répondit pas au message de Marc. Elle bloqua son numéro une nouvelle fois, en se demandant comment il avait su pour sa rencontre avec Bernard. Peut-être quelqu'un les avait-il vus ensemble sur la place Bellecour. Lyon n'était pas si grand finalement, et les coïncidences existaient. Ou peut-être que Bernard avait contacté Marc aussi. Elle ne savait pas, et ça n'avait plus vraiment d'importance maintenant. Le lundi matin, elle se présenta au cabinet de Maître Dubois avec l'enveloppe de Bernard, et l'avocate passa plus d'1 heure à examiner chaque document avec une attention méticuleuse, annotant certains passages, photographiant les pages importantes, son visage restant professionnel, mais Sophie voyait bien qu'elle était satisfaite de ce qu'elle découvrait. « C'est exactement ce dont nous avions besoin », dit finalement Maître Dubois en refermant le dossier. Ces documents établissent un schéma de manipulation sur plus de 20 ans. La condamnation pour manœuvre frauduleuse de 2003 est particulièrement intéressante. Même si elle est prescrite pénalement, elle peut être utilisée civilement pour démontrer que Françoise a déjà orchestré des stratagèmes similaires impliquant des biens immobiliers et l'utilisation de membres de sa famille. Elle expliqua à Sophie qu'elle allait déposer immédiatement une requête en divorce, que l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales serait fixée dans environ 4 mois, et qu'il fallait se préparer à ce que Marc contre-attaque. Les hommes comme lui n'aimaient pas perdre le contrôle, et il allait probablement essayer de trouver quelque chose contre elle. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes en surface. Sophie continuait à vivre chez Léa et à travailler à l'hôpital. Elle évitait la maison autant que possible et communiquait avec Marc uniquement par messages courts et factuels concernant les questions administratives. Mais sous cette surface tranquille, elle sentait quelque chose se préparer, comme une tempête qui s'annonçait au loin. En février, 3 mois après le dépôt de la requête en divorce, Sophie reçut la convocation pour l'audience de conciliation fixée au 23 mars, et quelques jours plus tard, Maître Dubois l'appela avec une voix inhabituellement tendue. « Sophie, il faut qu'on se voie rapidement. J'ai reçu le dossier de la partie adverse, et il y a des éléments problématiques dont nous devons discuter. » Sophie se rendit au cabinet le soir même après son service, et Maître Dubois lui tendit une copie du dossier que l'avocat de Marc avait présenté. Un document d'une 30aine de pages qui détaillait la version des faits selon Marc. Une version qui donnait le vertige tant elle était différente de la réalité. Selon ce dossier, Sophie était une personne instable émotionnellement, qui avait vendu impulsivement des meubles de valeur appartenant au couple dans un accès de colère, qui avait quitté volontairement le domicile conjugal en refusant tout dialogue raisonnable et qui manipulait maintenant le père de Marc pour monter un fils contre sa propre mère. Il y avait même une attestation d'un voisin, Monsieur Perrin, qui habitait 2 maisons plus loin, affirmant avoir entendu Sophie crier régulièrement et claquer des portes de façon excessive. « C'est complètement faux », murmura Sophie en lisant ce tissu de mensonges. « Je n'ai jamais crié, je ne claque pas les portes, et les meubles étaient à moi. »« Je sais », dit doucement Maître Dubois, « et nous allons le démontrer. Mais je dois vous prévenir que l'audience de conciliation ne sera pas facile. Le juge va entendre les 2 versions et va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il faudra rester calme et factuel quoi qu'il arrive. » Le 23 mars arriva plus vite que Sophie ne l'aurait voulu. Elle se présenta au tribunal de Lyon avec Maître Dubois, portant un tailleur sobre et ses cheveux tirés en chignon, essayant de projeter une image de stabilité et de sérieux. Marc était déjà là avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années en costume impeccable, et ils ne se regardèrent même pas en attendant d'être appelés. Le juge aux affaires familiales était une femme d'environ 55 ans,
cheveux courts gris acier et regard perçant derrière des lunettes rectangulaires, elle les reçut dans un bureau sobre et commença par expliquer le déroulement de l'audience. D'abord des entretiens séparés, puis un entretien commun. Sophie raconta sa version des faits avec une voix qu'elle s'efforçait de garder stable. L'ultimatum concernant la chambre, les meubles qui lui appartenaient personnellement, le compte bancaire vidé par Marc, et elle présenta les documents de Bernard concernant Françoise. La juge écouta tout sans l'interrompre, prenant des notes, et à la fin elle posa une seule question qui résonna longtemps dans l'esprit de Sophie. « Madame Garnier, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez sauver ce mariage ou vous voulez partir ?» Sophie n'hésita pas une seconde. « Je veux partir, mais je veux garder la maison de mon père. » L'ordonnance de non-conciliation fut rendue 2 semaines plus tard, établissant que le divorce était acté et que la procédure contentieuse pouvait commencer, avec une audience finale prévue dans 10 mois pour régler définitivement la question du partage des biens. La juge avait ordonné que Marc rembourse à Sophie les 6 000 € de charges payées seul et que désormais chacun contribue équitablement, une petite victoire qui redonna à Sophie un peu d'espoir. Les mois qui suivirent furent longs et éprouvants, ponctués d'échanges tendus entre avocats, de documents à fournir, de justificatifs à rassembler. Mais Sophie tint bon en s'appuyant sur Léa, sur son travail à l'hôpital, qui lui donnait un rythme stable, et sur cette détermination nouvelle qui s'était installée en elle le jour où elle avait compris qu'elle ne laisserait personne lui prendre ce qui restait de son père. Françoise quitta finalement la maison en mai, après que Marc eut découvert l'ampleur de ses manipulations grâce aux documents présentés par Maître Dubois, et Sophie apprit par des connaissances communes qu'elle était partie vivre chez sa sœur à Montpellier, loin de Lyon et de ses mensonges démasqués. L'audience finale se tint un mardi de janvier, presque 14 mois après le début de cette histoire qui avait commencé par un simple ultimatum dans l'entrée d'une maison. Le juge écouta les plaidoiries des 2 avocats, examina les pièces du dossier, les preuves de manipulation de Françoise, les documents montrant que la maison venait bien du père de Sophie, et après 2 heures de délibération, il rendit son verdict. Sophie obtenait la maison à 100%, car il était démontré qu'il s'agissait d'un héritage paternel et que l'indivision avait été signée sous influence. Mais elle devrait verser à Marc une soulte de 115 000 € dans un délai de 18 mois pour compenser sa part et les travaux qu'il avait financés pendant le mariage, une somme importante, mais que Sophie était prête à payer pour garder ce qui comptait vraiment. 8 mois plus tard, par un samedi matin de septembre où le soleil entrait généreusement par les fenêtres, Sophie jardina dans le petit bout de terrain derrière la maison qu'elle avait enfin récupérée après avoir obtenu un prêt bancaire pour payer la soulte. Elle avait planté des rosiers comme sa mère le faisait autrefois, et des herbes aromatiques dont le parfum lui rappelait les étés de son enfance, quand tout était simple et que ses parents étaient encore là. La maison avait changé depuis. Sophie avait repeint tous les murs dans des tons clairs et apaisants, réarrangé les meubles, installé de nouveaux rideaux, gardant précieusement la chambre de ses parents comme un petit sanctuaire intact, mais transformant le reste pour que ce soit vraiment à son image, un espace où elle pouvait respirer librement. Léa passa la voir en fin d'après-midi avec une bouteille de vin blanc et des tartes salées. Elles dînèrent dans le jardin en riant de choses simples, et quand le soleil commença à descendre derrière les toits de Lyon, Sophie leva son verre vers le ciel qui prenait des teintes dorées. « Ah papa », murmura-t-elle, « je l'ai gardée, notre maison. » Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Peut-être rencontrerait-elle quelqu'un un jour, ou peut-être resterait-elle seule. Peut-être changerait-elle de carrière, ou continuerait-elle à soigner des patients jusqu'à la retraite. Mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne laisserait plus jamais personne la diminuer, ou lui faire croire qu'elle valait moins que ce qu'elle était vraiment. Sophie avait traversé la tempête. Elle avait tenu debout quand tout autour d'elle s'effondrait. Et maintenant, assise dans ce jardin où elle avait joué enfant, elle comprenait que la vraie force n'était pas de ne jamais tomber, mais de continuer à se relever même quand on pensait ne plus en avoir la capacité. Elle était debout. Elle était libre. Et cette maison résonnait maintenant du silence paisible d'une victoire gagnée pas à pas, jour après jour, avec la seule arme qui comptait vraiment, sa propre détermination.